Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue dans Smut & Co. Un podcast où on parle de nos lectures les plus croustillantes. Prenez bien une tasse de thé et installez-vous. Hello, hello, hello. Bonjour. Nous vous retrouvons dans un nouvel épisode qui, cette fois-ci, s'intéresse à des livres dans lesquels on considère qu'il y a nos plus belles histoires d'amour. Elle a vidé son sac. J'ai débité ça. À une vitesse phénoménale. Ça va, Flash McQueen? Exactement. Oui, donc comme Camille l'a si bien dit si vite, on va vous présenter les petits livres dans lesquels, pour l'instant, on trouve qu'on a un peu les plus belles histoires d'amour. Oui, parce que la vie continue. Les livres continuent, les sagas ont une fin, et de nouveau, ça arrive. Donc, Oh, waouh. c'était émotionnel. C'est philosophique. Oui. Donc, déjà, de quel livre on va parler pour toi, Alors, moi, je vous laisse la surprise. On va commencer avec Jade. Non, mais ça va. Ah. On se lance la balle, alors j'en fais un, et puis après tu en feras un. Très bien. Ok, moi je vais commencer. Moi, c'est vrai que je suis très attachée à ce livre. C'est vrai que, comme vous pour Cole Turner, que vous n'arrêtez pas à chaque fois de ramener sur le tapis, moi c'est Vampire Academy, pour lequel j'ai vraiment une bonne affection, puisque je l'ai lu quand j'étais jeune, et encore fraîche. Et pimpante. Maintenant je suis toute décroupie. Donc, déjà, Vampire Academy, que je tanne Camille à lire, c'est une romantaisie, je pense, quand même. Oui, quand même une bonne romance. Dont l'auteur, c'est Richel Mead. Richel. Richel ou Rachel? Richel, très bien. Mead, M-E-A-D en tout cas. J'espère que je le dis bien. Qui a aussi écrit Succubus et Signe Noir. Mais je ne les ai jamais lus pour l'instant. Succubus. Donc l'histoire, comme le titre l'indique, on va suivre déjà un peu des histoires de vampires. Donc en gros, on a 3 familles, un peu de style vampire. On a les Moroi, c'est un peu la haute société, c'est les vampires pure souche, si vous voulez. Donc eux, ils se nourrissent de sang, ils ont besoin de sang pour survivre. Et ils ont une petite particularité, c'est qu'ils ont des pouvoirs magiques. Des pouvoirs magiques qui sont toujours par rapport aux 4 éléments, les 4 éléments de la nature, on appelle ça comme ça. Lesquels? Le feu, la terre, le vent et l'eau. Le vent ou l'air? C'est pas la même chose. Hein. Le vent, c'est un déplacement de l'air, donc l'air. Très bien. Voilà, ça vous convient? Je pense que t'es trop un électron libre. Quoi? Ouais. Le pouvoir de l'air. Non, ça ne marche pas du tout avec des électrons, Camille. Bon, enfin bref. Et après, on a la deuxième famille. Donc ça, c'est des dampires. C'est... Avec de longues dents? Je crois pas qu'ils aient des longues dents. Je pense que c'est les Moroi. Les Moroi, c'est sûr. Les dampires, je suis pas sûre qu'ils aient des longues dents. Et je suis à peu près persuadée qu'ils n'en ont pas. Donc, eux, c'est un mélange, en fait, entre les humains et les Moroi. C'est un petit accouplage. C'est un peu les bâtards de Moroi, quoi. Donc voilà. Et eux, ils ont pas besoin de sang pour survivre. Ils peuvent manger des hamburgers, etc. Pourquoi t'as dit des hamburgers? Parce que je crois qu'elle le dit dans le livre. Je crois qu'il y a une histoire d'hamburger. Enfin bref. Et les vampires, c'est un peu... ils ont ce rôle de gardien pour les Moroi. C'est un peu les gardiens, quoi. C'est leur garde du corps. Et du coup, toute cette histoire s'ancre dans une académie, en tout cas pour le premier tome, où on va suivre notre perso principal, qui s'appelle Rose Hathaway, qui est du coup une vampire, et dont elle a une meilleure amie, qui elle est une Moroi en plus de sang royal, attention, qui s'appelle Lisa. Je ne me souviens plus de son nom de famille, malheureusement, je m'en excuse. Et enfin, Lisa, qui d'ailleurs, son vrai prénom, je crois, c'est Vasilissa. Est-ce que c'est un spoil? Qu'elle s'appelle Vasilissa? Non. Oui. C'est juste Lisa, c'est son surnom, mais tout le monde l'appelle Lisa. C'est juste ça. Donc, sang royal, c'est une princesse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Lisa a
toujours eu un lien énorme avec Rose Hathaway. J'adore son nom de famille. Et malheureusement, Lisa a eu un accident de voiture où il y avait toute sa famille, donc ses 2 parents et son grand frère. Et dans cette voiture, il y avait aussi Rose. Malheureusement, il y a un accident de voiture, tout le monde meurt, sauf les 2 là. Et ça fait en sorte que beaucoup de choses vont se passer par la suite dans le livre. Mais bon, vous verrez de vous-même. Et du coup, on retrouve ces 2 petits personnages qui se font récupérer par le callback parce qu'elles ont fui l'académie. Je vous spoil rien, c'est dans le tout début du livre. Elles ont fui l'académie pour une certaine raison qui a un rapport avec Sonia Karp, une professeure. Mais vous le saurez plus en détail quand vous le lirez. Si vous le lisez. J'espère vraiment que vous le lirez. Donc elles se font ramener par le callback par Dimitri Belikov, que j'aime énormément. C'est un bon guerrier. Et devient, d'ailleurs, le gardien de Lisa. J'ai cru que t'allais dire c'est un bon gars. Ouais, c'est aussi un bon gars. Un petit russe. Qui devient le gardien de Lisa. Mais Rose, pas très contente parce qu'elle veut être le gardien de sa meilleure amie. Donc bon, on va avoir certaines tensions. Mais j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Il y a une 3e famille dans ces vampires dont je n'en ai pas parlé. Les Strigoi. Donc les Strigoi, c'est un peu des détraqués, on va appeler ça comme ça. Où en fait, c'est un peu... ils peuvent pas sortir le jour, parce que sinon ils crament. Et ils ont absolument de temps besoin de sang. Et on devient Strigoi par 2 manières. Soit quand un Moroi, il vide complètement un corps. De leur sang. Tout son sang. Ou alors qu'ils mordent un Strigoi. Donc ça, c'est la façon dont les Moroi se transforment, mais un humain ou un vampire peut aussi se transformer si il est vidé de son sang et que le Strigoi lui fait boire son sang en plus. Voilà. C'est un peu compliqué en vrai, mais quand vous le lisez, en vrai ça se lit vraiment comme un petit goûter à 4 heures. Mais bon, en tout cas, il y a toute une histoire du pourquoi elles se sont enfuies de l'académie. Pourquoi cette prof... Il y a une histoire aussi avec cette prof, Madame Karp. Et du coup, on va un peu suivre le pourquoi du comment. On va avoir plein de révélations. Et puis voilà. Mais du coup, il y a une petite histoire d'amour là-dedans. Une petite ou une grande histoire? Une grande que j'adore. Vraiment, j'adore. Je ne peux pas trop vous dire pourquoi, mais j'adore. Surtout qu'elle concerne Rose Hathaway. Et que Rose, ce perso principal, j'adore son caractère. Où elle a du peps. Elle est combattante. Surtout, j'adore du coup parce que ça reste une académie. Et que le fait qu'on suive Rose, qui est une vampire, et qui du coup cherche à devenir gardienne, doit apprendre le combat, et du coup il y a toujours un peu ces trucs de combat où j'adore parce qu'elle se la pète, elle revient, ça fait 1 an qu'elle s'est enfuie, et elle revient, elle est en mode j'ai besoin de... ça me dérange pas d'avoir pas été là pendant 1 an parce que je suis trop badass. Je vais quand même se défoncer, et j'adore vraiment son personnage, qui a vraiment une profondeur que j'adore. Donc voilà. Et il y a combien de tomes? Oh là, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Mais c'est fou que tu t'en souviennes aussi bien de l'histoire, parce que ça fait pas hyper longtemps que tu l'as lu. Si, je pense que j'étais au collège quand je l'ai lu. Donc je pense il y a bien 10 ans de ça. Hein. 10 ans? Oui. Mais des fois, je me fais des petits plaisirs et je relis le tome 1. Est-ce que c'est parce que le tome 1 c'est ton préféré? Je sais pas, je sais réellement pas si c'est mon préféré. Parce que d'un côté, il est incroyable parce que c'est vraiment le début de tout. Mais les autres aussi, il y a les aventures vraiment qui progressent. Et c'est ouf. Donc voilà, moi je vous le conseille énormément. Énormément. Très bien, ça m'a presque donné envie de le lire. Presque envie. On a fait un marché, que je te rappelle. Le marché, c'est que Jade lit Vampire Academy. Non, moi je veux bien lis le Vampire relire. Academy, pardon, et Jade en échange accepte de regarder tous les films que je désire. Non, mais... 1 ou 2 films, voilà. Un film. 2 films. Bon, on verra. Ainsi soit-il. Bon, et toi alors? Alors, moi, j'ai choisi 2 livres qui sont pas réellement des histoires d'amour. Hein? Oui, vous allez dire, ah, elle a pas respecté les consignes, cette enfant dissidente, que fait-elle? Ça m'aurait même pas étonné. Mais je réfléchissais, justement, je me disais, qu'est-ce que c'est les plus belles histoires d'amour? Est-ce que c'est vraiment les histoires d'amour
romantiques, à l'eau de rose, etc. pour moi, qui constituent les plus belles histoires d'amour. Finalement, je n'en étais pas si sûre en me posant cette question. J'ai peur de là où ça nous amène. Et je m'étais dit, qu'est-ce qui m'a le plus marqué finalement dans les histoires d'amour? Et c'est pas forcément les aspects auxquels on s'y attend. Donc, j'ai choisi 2 livres. Et le premier que j'ai choisi, il raconte pas forcément en détail l'histoire d'amour, elle raconte surtout l'histoire d'une rupture. Il s'agit d'un livre de Jean d'Ormesson qui s'appelle Un amour pour rien et qui a été écrit il n'y a pas... dans les années 2000, je crois, si je me trompe pas. Donc par Jean d'Ormesson qui a écrit plein de livres et qui a été à l'Académie française, qui est un auteur que j'aime bien, qui écrit bien. Mais je crois que c'est le premier livre que j'ai lu de lui. Là, j'ouvre la première page en même temps que je parle, je vois qu'il y a une mouche écrabouillée. Non mais attendez, parce qu'en plus je crois voir, est-ce une... C'est un vestige. Non mais déjà ça dégoûte. Mais n'as-tu pas corné une page ou c'est moi qui hallucine? J'ai corné une page, mais parce que c'est un livre de poche tout dégoûte. pourri. Non mais même. Qu'est-ce qui s'est passé? On a marché dessus, regarde, il y a des traces de semelles. Non mais... Oui, mais lui, parce que lui, je l'ai prêté à plein de gens, parce que justement, je le recommande. Et du coup, il a pris cher. Donc, tant qu'à faire, autant qu'il serve jusqu'au bout. Voilà. Alors, Un amour pour rien, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Philippe, qui décide de partir en vacances en Italie. Et en fait, Philippe, il est un peu... Ça fait très longtemps que je l'ai lu, donc je vais pas rentrer dans les détails, parce que je me souviens pas des détails, et que c'est pas ça qui m'a marqué. Et c'est pas vraiment du spoil ce que je vais raconter, même si je vais aller un peu loin dans l'histoire, parce que vraiment c'est le sujet de l'histoire, on s'y attend dès le début. Le but, c'est pas tant l'histoire, parce que l'histoire elle est d'une banalité... Sans nom. Non, elle est vraiment hyper banale. Donc l'histoire, c'est pas vraiment l'intérêt de ce livre, c'est la façon dont c'est raconté qui est intéressante, en tout cas pour moi. Donc Philippe, il part en vadrouille, en Italie, il rencontre des filles, tout ça, il prend un peu la vie one life, quoi. On vit qu'une fois, on fait les choses qui nous amusent, il est un peu arrogant, il peut un peu avoir les filles qu'il veut. Carpe diem, voilà. Il s'amuse, il profite de sa jeunesse, et puis il rencontre une fille qui s'appelle Béatrice. Puis il a une petite amourette avec Béatrice, tout ça. Béatrice, c'est vraiment une chic fille dans mon souvenir. Mais j'espère que je dis pas des bêtises, parce que c'est vraiment d'après mon souvenir. Ça se trouve, elle raconte n'importe quoi depuis le début. Et finalement, cette histoire, ça va être l'histoire d'une rupture. Et pourquoi je dis que c'est une belle histoire d'amour? C'est parce que Philippe, il va se rendre compte de ce que c'est l'amour quand il va perdre son amour. Et il va enfin comprendre, à travers le chagrin d'amour, qu'il aimait la personne. Et qu'il ne pourra pas la récupérer. Et que, en fait, c'est une leçon pour dire qu'il faut apprendre à chérir ce que tu as quand tu l'as encore. Et je trouve que pour ça, c'est vraiment hyper beau. Et ça apporte vraiment une vision de l'amour à travers la rupture qui est assez incroyable, je trouve. Et c'est tellement bien écrit. Et j'aimerais d'ailleurs en lire un passage. C'est possible? J'ai le droit? Est-ce que j'ai le choix? Non. Ouais. Étrangement, c'est la page cornée. Oui, c'est la page cornée. Je t'ai dit, je l'ai cornée exprès pour vous. Allez, fais-nous la... Qu'est-ce que j'entends? Son Tamagotchi. C'est mon Tamagotchi qui a faim. Laissez-le. Alors, si l'amour se persuade qu'il durera toujours, le chagrin aussi s'imagine qu'il ne s'émoussera jamais. L'homme vit parce que le temps passe et parce qu'il n'y croit pas. Les grands désespoirs et les grandes espérances se bâtissent ainsi hors du temps. Et par un de ces paradoxes dont est friande l'existence, et surtout l'existence malheureuse, si l'on annonçait à ceux qui souffrent de ces douleurs morales, et en un sens imaginaire, que leurs peines s'apaiseront, sans doute n'y trouveraient-ils qu'une fort maigre consolation, car ils tiennent à leur souffrance. Ce que je dis là ne vaut évidemment que pour cette espèce particulière de chagrin que j'éprouvais ce matin-là, aux côtés de Françoise, c'est-à-dire, le mot est un peu ridicule, mais enfin lâchons-le, les chagrins d'amour. La faim,
la misère, la douleur physique, n'aspirent qu'à la fin de leurs épreuves. Les peines, liées à un être, au contraire, tendent à se perpétuer elles-mêmes, parce que cette douleur qu'on abomine, c'est encore un peu de cet être qu'on aime. Et sans doute préfère-t-on souffrir à oublier, puisque, au moment même où l'on souffre, la pire des souffrances paraît encore l'oubli. Ah bah, c'était un long passage. C'était un long passage, je m'en excuse. Visiblement, tu n'as pas apprécié. J'ai un peu décroché. T'as décroché, mais oh là là, je l'ai pas du tout convaincue avec mon histoire. Non. Mais moi, j'aime la fantaisie. Il y avait point de dragon, de vampire. Voilà. Bon, on voit qu'il y a une certaine Françoise. Qui est cette Françoise? On ne sait pas. Surtout que Je vous laisse le mystère. Elle est juste à côté de lui. Elle est à côté de lui dans un lit. Que s'est-il passé? Je vous laisserai le découvrir. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie parce que moi, j'ai vraiment trouvé ça assez incroyable d'arriver à mettre des mots comme ça sur des choses qui semblent tellement difficiles à décrire, qui est en fait le deuil amoureux. Ouais. On parle beaucoup de deuil, du deuil de la mort de personnes. Le deuil de la vie. Voilà, mais le deuil amoureux, je trouve que même si on en parle, on n'arrive pas forcément à le décrire correctement. Et là, c'est très bien décrit. Et en même temps, ça a vraiment fait prendre conscience au personnage de ce qu'est l'amour. Et je me demande si, et ça c'est Phoebe Halliwell qui le dit dans Charmed, elle dit, je crois, on ne peut jamais vraiment savoir ce que c'est l'amour tant qu'on l'a pas perdu une fois. Oui, mais ça, c'est pour tout. Autant l'amour que l'amitié, tu vois. Oui, mais là, plus précisément, dans ce cadre-là, est-ce que on peut dire... la même phrase que Phoebe, en fait. Est-ce qu'on peut dire que sans être passé par le chagrin d'amour, on... Réalise pas à quel point. Oui, est-ce qu'on a vraiment connu, en tout cas, toutes les facettes de l'amour? Ça, j'en suis pas certaine. Je ne sais pas. Merci Jade pour ce commentaire. D'accord. Écoutez, je ne l'ai pas convaincue avec mon livre. J'espère que ça aura su vous convaincre parce que c'est vraiment un beau livre. Je l'avais lu il y a très longtemps, mais il m'avait vraiment touchée et je l'avais adoré. Voilà. Maintenant, veux-tu passer à un livre que tu recommandes toi, Jade, en ce qui concerne les histoires d'amour? Oui. Mais, je tiens à dire... Oula, ça commence par un oui, mais... C'est effrayant. Attends. Affole. Donc... la saga n'est pas finie. Premièrement, je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Le tome 2 attend patiemment. Il est sorti il n'y a que peu de temps. Et j'ai eu d'autres livres à lire. Mais c'est le tome 1 des légendes de Tezmar qui se nomme L'acier et le sang, que j'ai réellement beaucoup aimé. Et en fait, je pense que c'est bon. J'ai compris. En le disant, j'ai compris qu'il y avait énormément de similarités entre les deux livres que je viens de choisir, de vous présenter. C'est réellement, c'est la même histoire d'amour. Enfin, c'est le même style. Donc, L'acier et le sang. L'auteur, je ne sais pas si je vais savoir bien le prononcer, mais c'est Hélène Schauer. L'autrice du coup. Oui, l'autrice. Schauer. Non mais ça s'écrit S-C-H-E-U-E-R-E-R. Comment tu prononces? Alors là, je te laisse dans ta Donc gangue. je ne l'appellerai seulement Hélène. Mais bon. Cette chère Hélène. Chère Hélène. Donc dans ce livre, on suit Althea. Souvent, il l'appelle juste Théa, je crois. Zoltaire. Donc déjà, c'est notre perso principal, qui est quelqu'un qui est très ambitieuse, puisqu'elle a pour objectif de devenir guerrière et championne de Tezmar, et surtout glaive. Glaive, c'est le grade ultime. Glaive, c'est pas l'arme, c'est... Non, c'est statut. le titre qu'on donne au dernier statut, en gros, des guerriers. C'est les guerriers des guerriers. Qui en plus reçoivent un peu des pouvoirs et
facultés physiques surdéveloppées par les déesses, enfin bref. Donc on suit Théa qui a cette ambition-là. Donc ça fait 3 ans qu'elle s'entraîne d'arrache-pied pour pouvoir devenir championne, devenir guerrière et par la suite devenir glaive. Sauf que, il y a un petit couac, c'est que dans cet empire, où il y a 5 royaumes, dont 2 sont tombés d'ailleurs, ruines et en désarroi. Donc dans cet empire un peu, ils n'utilisent pas le mot empire je crois, en tout cas dans ces 5 royaumes, les femmes ont été interdites de porter des armes. Un peu d'un coup comme ça, on leur a interdit. Alors qu'il y avait des glaives femmes, des combattantes femmes, et qu'il n'y avait jamais eu aucun problème, jusqu'à ce qu'une certaine prophétie nous dise qu'il y aurait un petit incident et que la terreur s'abattrait sur le monde. Si une femme touche une arme. Okay. Et c'est ce qui s'est passé. Une jeune fille a malheureusement pris une faux, je crois que c'est. C'est sexiste. En acier. Et en plus, c'est un certain acier, je ne sais plus le nom de l'acier exactement, mais c'est ce que portent les glaives, en tout cas. Et la terreur s'abat. Mais ça, c'est dans le passé? Oui, c'est dans le passé. Okay. Nous, on arrive dans l'histoire, il y a déjà eu ça. Oui, les femmes ont déjà plus le droit d'avoir des armes. Okay. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 5 royaumes sont entourés d'une espèce de... C'est un peu comme s'ils étaient sous cloche. Et que... Enfin, c'est pas vraiment sous cloche. Mais ils sont délimités, ces 5 royaumes. Tout autour de l'ensemble des 5 royaumes, il y a une espèce de voile. Et derrière ce voile, il y a des créatures, des spectres et d'autres choses qui rentrent dans les 5 royaumes par des petites brèches et qui viennent absolument foutre la pagaille. Donc bon, on suit Althea, qui a d'ailleurs une sœur qui s'appelle Vren. Et puis voilà, on suit son petit bout de chemin. C'est complexe. Donc elle, son but c'est d'être glaive alors qu'elle peut pas toucher d'arbre. Alors qu'elle peut pas. Et puis il reste un peu quelques glaives. Puis elle va faire la connaissance de 3 glaives qui vont arriver dans l'enceinte un peu de là où elle est, dont Walter Torge, je sais pas, et un autre dont je me souviens plus de son nom, mais ça commence par un V. Ah, je me suis frappé les lunettes. Mais enfin, un peu de tenue. Mais oui, mais en tout cas, il y a une belle histoire d'amour. Pour l'instant, j'espère que ça continuera comme ça dans le tome 2. Mais je les aime beaucoup. Ah, t'as lu qu'un tome du coup? Oui, je l'ai dit au début. Vous ne m'écoutez plus. Je vous ai dit que j'avais le 2, mais que je l'avais pas encore lu. Ah oui, ok. J'ai retenu que c'était une saga inachevée encore. Bah, je crois que le 2 n'est pas le dernier. En tout cas, je l'espère. Parce que j'aime beaucoup le petit monde, les persos. Ça fait très chevalier. C'est un peu un remix de La Belle au Bois dormant. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a une prophétie qui dit que quand elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille, elle en mourra. Non mais Camille, il y a une prophétie dans Harry Potter aussi, tu peux pas... Oui, mais du coup, comme il y a cette prophétie, ils font brûler toutes les quenouilles de la vallée. Et dans la prophétie d'Harry Potter, Voldemort... Spoiler! Bon, je m'arrête. Donc bon, voilà, en tout cas, je vous le conseille. Maintenant, dernier livre de Camille. C'est une histoire d'amour qui n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui n'est pas une histoire d'amour. C'est vrai ou pas? Vous allez voir. Voilà, en fait, on a choisi 2 livres qui ont un peu la même thématique. Toi, une histoire d'amour qui n'est pas une histoire d'amour, et moi, je ne peux pas vous le dire. Voilà, alors je pense que si on nous fait une psychanalyse, il y aurait des choses à en dire. Honnêtement. Qu'est-ce que veulent dire nos choix de belle histoire d'amour? C'est quand même intéressant. Bon, on débriefera plus tard. Mais pour la présentation de ce livre, j'ai des warnings à mettre. Parce que ce livre est très controversé pour plusieurs raisons justifiées. Je vais vous expliquer, ne prenez pas cet air ébahi. Alors, c'est un livre qui a été écrit dans un contexte bien particulier, qui a été écrit en 1936. C'est précis.
et qui parle de la guerre de sécession aux États-Unis. Du point de vue du Sud, donc des États esclavagistes. Donc, il y a dans ce livre le témoignage de... Comment expliquer ça convenablement ? Ça retrace une période et une histoire qui est teintée d'une vision esclavagiste, si on peut dire ça comme ça. Donc il y a des passages qui sont racistes. Parce que ça décrit des personnages racistes dans une époque raciste. Ouais. Donc il y a des personnages et des dialogues qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes. Moi, j'ai fait des études d'histoire, je me suis aussi intéressée aux témoignages historiques du livre, donc j'avais bien le contexte en tête et j'ai quand même été un peu choquée par notamment la traduction qui a été faite, même si maintenant je crois qu'une nouvelle traduction a été faite, donc ça doit être mieux pour les nouvelles traductions, mais notamment des personnes noires qui parlaient, qui avaient un accent vraiment très prononcé dans le livre, au point que les dialogues, c'est presque comme si c'était des demeurés qui parlaient, quoi. Ah ouais. Et donc pour ça, c'est très choquant. Mais c'est la traduction qui fait ça ? Oui. Je ne l'ai pas lu en anglais, donc je sais pas ce que ça donne en anglais, je sais pas ce que ça donne dans la version originale. Tu l'as, non, en anglais ? Je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Justement, je l'ai acheté parce que ça m'intéressait. Ah, mais c'est celui qu'on cherchait en Angleterre, qu'on a eu du mal à trouver. Oui. Ok. Mais on le trouve partout normalement parce que c'est un classique. Bon, voilà, c'était mon warning. Je vais pas m'intéresser du tout à cette question-là, mais il faut savoir qu'elle existe dans ce livre. C'est pas non plus la thématique principale du livre. On n'en parle pas énormément. Il y a certains petits passages, mais voilà, ça peut être compliqué. Après, c'est vraiment à aussi remettre dans un contexte. C'est le contexte de la guerre de sécession et de l'époque, écrit en plus dans les années 30, avec le point de vue vraiment de sudistes. Ouais. Donc, pour moi, ça, même dans un autre contexte, ça aurait été compliqué de décrire le quotidien de personnes sudistes pendant la guerre de sécession sans qu'il y ait des passages où ces personnes-là soient racistes, et il y en a qui sont pas racistes d'ailleurs. Oui. Voilà, c'était un gros disclaimer, mais il fallait que je le dise parce qu'il est assez controversé pour ça, et je sais pas si ça va mieux avec la nouvelle traduction. Toujours est-il que cet ouvrage raconte la vie de Scarlett O'Hara, qui grandit dans une plantation qui s'appelle Tara. Son père est irlandais et sa mère a des origines françaises, je crois. Ils sont venus s'installer là, et puis elle vit sa vie. Elle vit sa vie, et c'est un personnage qui est vraiment un anti-héros. Elle est insupportable, mais on adore le fait qu'elle soit insupportable. Et en même temps, on la déteste. C'est très, 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 très ambigu, ce qu'elle m'a fait ressentir. On peut pas plus s'identifier à elle qu'à d'autres personnages. Ce qui est aussi intéressant par rapport à tout le contexte que je disais tout à l'heure. Donc, on a du mal à s'identifier à elle, on la déteste, on l'aime bien quand même un peu. En tout cas, on aime son personnage, qui est presque un peu caricatural des fois. Parce que Scarlett, elle a envie de charmer tous les hommes. Elle a envie d'être la plus aimée. Elle a envie de... Voilà. Et puis, elle a des objectifs bien précis en tête. Par exemple, elle est amoureuse de Ashley. Elle s'est dit, Ashley, je vais la voir. Sauf que Ashley, il veut se marier avec quelqu'un d'autre. Ashley finit par se marier avec l'autre personne, mais Scarlett, non, ça sera pas fini comme ça. Elle va le suivre. C'est une stalkeuse. Et elle recule devant rien, quoi. Vraiment, c'est une opportuniste, elle recule devant rien, elle a un comportement d'égoïste, et en même temps, on va découvrir au fil du temps qu'elle elle tient aussi énormément à sa plante, à Tara. Ouais. La terre, pour elle, c'est ce qu'il y a de plus important, et
avec la terre et aussi sa famille. Elle fait des crasses pas possibles aux personnes de sa famille, mais en même temps, c'est pour leur bien. En tout cas, c'est ce que elle perçoit comme étant leur bien. Et donc, c'est pour ça qu'elle est hyper ambiguë. Bref, vraiment, c'est passionnant à voir l'évolution de son caractère, l'évolution du personnage, c'est vraiment hyper intéressant. Et dans toutes ces aventures, il va y avoir un autre individu qui va pointer le bout de son nez. Et ça va pas être une histoire d'amour à l'eau de rose. Ça va pas du tout être une histoire d'amour romantique. Ça va rien être de tout ça. Ça va être de la haine absolue. Enemies to lover. À certains moments, de la haine absolue. À d'autres moments, ça va être autre chose. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans cette romance, c'est l'espèce de fatalité qu'il y a entre deux personnages qui pourraient s'aimer, qui pourraient vivre la meilleure vie, vivre leur best life. Ouais. Ils pourraient vraiment faire des grandes choses ensemble. Mais ils sont conditionnés par leur tempérament, les deux. Et ça leur met des énormes bâtons dans les roues. Et en même temps, c'est ce qu'on apprécie. Et comment concilier les deux ? Il y a une sorte vraiment de fatalité qui se dégage. Et c'est hyper intéressant. Et moi, ça m'a tellement touchée, cette histoire d'amour, qui n'est pas une histoire d'amour. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais en tout cas, j'ai été impressionnée parce que c'était la première fois que je voyais ce type d'histoire qui était racontée. Il y a une sorte un peu de dualité du fait que d'un côté tu aimes le fait qu'ils se mettent des bâtons dans les roues et qu'ils soient pas ensemble, et d'un autre côté tu sais qu'ils iraient très bien ensemble. Oui, mais ça rejoint tous mes sentiments ambigus par rapport à ce livre. Et je pense que c'est aussi ce qui fait un grand livre et une grande lecture, c'est que ça te met dans une situation inconfortable. Et malgré cette situation inconfortable, tu te dis, waouh, c'est hallucinant la profondeur de ce qui est décrit. Ouais. Et surtout, ça provoque quelque chose chez toi. Que ce soit de la haine. Pas vraiment de la haine, mais cette ambiguïté, ce sentiment de ne pas savoir où se placer, de ne pas savoir comment comprendre le livre, qui peut être compris de plein de façons différentes. Ça te met en position de difficulté et du coup, ça te questionne vraiment. Et ça te fait te questionner sur ta conception de l'amour, sur qu'est-ce que tu ferais à leur place. Et les réponses, elles sont tellement pas tranchées, comme c'est le cas pour l'immense majorité des livres, que tu te dis, finalement, c'est ça qui m'intéresse dans la lecture, tu vois. J'ai cru que t'allais dire dans la vie. Dans la vie aussi. C'est vrai que c'est très drôle de voir nos deux choix, parce que toi c'est un peu plus sombre. C'est radicalement différent, mais je crois qu'en fait, les belles histoires d'amour, elles se limitent pas à des choses dites gnangnan, quoi. Parce que... Dis-tu que mes livres sont gnangnan ? Je dis pas du tout que tes livres sont gnangnan, mais j'ai l'impression que on se rend pas vraiment compte de toutes les facettes que peut avoir l'amour finalement. Et que si on en reste au statut... tout va bien. Nuit de noces, lune de miel, tatati tata, on oublie tout le reste. Ok, c'est pour ça, faut que tu lises en fait Vampire Academy, parce que c'est vraiment, c'est pas ça. En fait, ça me fait rire parce que d'un côté, je peux pas te le dire, je peux pas le dire à nos lecteurs, non, nos écouteurs. Nos lecteurs. Notre audience. L'histoire d'amour est pas paisible, avant vraiment un très 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 long moment. Celui dont je lis, c'est pas tout repos non plus. Moi je trouve ça intéressant aussi d'avoir dans les deux ouvrages que j'ai présentés, des hommes qui ont des défauts. Ah oui, bah oui. Parce que justement ça a l'air plus vrai. Voilà, en fait c'est deux romances qui ont l'air vraiment réalistes. Et dans la fantasy, dans la romantaisie, on n'a plus trop l'habitude de personnages masculins qui soient pas... qu'on n'entende pas la renverse directe, quoi. Ouais. Là, il faut s'attacher au personnage, surtout dans Autant en emporte le vent. Ah, on a le chat de Camis qui s'est réveillé et qui tape dans le micro. Tu m'interromps ? Mais tu l'aimes aussi, ce personnage, avoue-le. En tout cas, dans Autant en emporte le vent,
on construit notre amour pour les personnages ou notre désamour pour les personnages. Et c'est pas du tout tranché. Et j'aime trop Ouais. quand les livres ils sont pas tranchés. Bah, c'est vrai que dans la fantasy en général, les personnages sont quand même un peu tout purs. Et même les femmes, d'un côté, oh je veux pas que lui meure, oh non, faut pas que je fasse ça. Et c'est rare, il y a quand même rarement des grosses personnages principales qui soient égoïstes, tu vois. Nevernight. Nevernight, le perso principal est vraiment sombre, je trouve. C'est vrai. Elle a un petit côté torturé. Ouais, qu'on aime bien. Mm. Enfin bref. Et justement, c'est ce qu'on préfère finalement. Oui, bah, en fait, ça les rapproche plus de la vraie réalité. La vraie réalité, ça veut rien dire. Mais on peut plus se rattacher à quelqu'un qui a des défauts. Mm. Mais bon, en étant une femme hétérosexuelle, c'est vrai que j'aime beaucoup quand mes petits hommes, mes petits choux dans mes livres sont sombres, sexy, avec un mordant pas possible. Je les adore. Voilà, je pense qu'on peut en conclure qu'on a des recommandations très différentes, Oui. l'une de l'autre. Est-ce que ça décrit notre vie ? Je sais pas. En tout cas, moi j'insiste sur les warnings. Il y a beaucoup d'autres livres à présenter que j'aurais pu présenter sans forcément mettre en avant ce livre-là. Mais pour moi, c'est vraiment le contexte de l'époque. Et c'est à resituer dans son contexte. Et quand tu arrives à resituer dans le contexte, après, si on arrive à se concentrer sur autre chose que ça, en tout cas, ou qu'on a à l'esprit qu'il s'agit de l'histoire, avec un grand H, ben on arrive à avoir des trucs qu'on retrouve pas ailleurs. En tout cas, que moi j'ai pas retrouvé dans d'autres romans, et c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler. Et puis pour l'autre, celui Un amour pour rien de Jean d'Ormesson, là aussi quelques disclaimers, c'est quand même pas facile comme texte. La rupture, Ouais. oui. Donc voilà, même si bien sûr on met pas sur le même pied d'égalité les deux sujets, mais Quoi ? on met pas sur le même pied d'égalité rupture et racisme en termes de gravité. Ah, ok. Donc, j'ai pas compris de quoi tu me parlais. Ok. Bon, très bien. Ben voilà. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Ah. Merlin se met à faire des Merlin a conneries. faim, nous allons devoir mettre fin au podcast. Oh là là, c'est bon, c'est le tremblement de terre. Hein. Oui. Bon, en tout cas, merci. Allons pour nourrir votre le fauve. écoute. Prenez soin de vous. À la prochaine Oui. et à bientôt pour de La nouvelles lectures. Ciao ciao, Bigorno. C'est carré.